Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. Est-ce que la perspective d'une récession en 2023 vous fait vous inquiéter du sort de votre portefeuille? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Vous pourriez être tenté de vendre vos placements et de cacher votre argent sous votre matelas. Mais auparavant, prenez en compte à quel point cette décision pourrait être coûteuse. Selon une analyse réalisée par JP Morgan Asset Management, les petits investisseurs n'ont obtenu que la moitié du rendement annuel moyen de l'indice S&P 500 en 2012 et 2021. Cet énorme écart de rendement explique en partie la prise de mauvaises décisions en temps de crise. Par exemple, l'investisseur moyen vend souvent ses placements durant les récessions alors que les marchés ont déjà reculé. Puis, il attend trop longtemps pour réinvestir et rate une bonne partie de la reprise. C'est dommage car il aurait pu obtenir d'excellents rendements s'il avait conservé leur placement. L'indice S&P 500 a progressé de 101% entre son creux de la bulle technologique de 2001 à son sommet d'octobre 2007. Il a progressé de 401% entre son creux de la crise financière de 2008 à son sommet de février 2020. Enfin, il a progressé de 114 entre son creux pandémique de mars 2020 à son sommet de janvier 2022. Bien entendu, le rendement passé n'est pas garant du rendement futur, mais l'histoire montre que d'importantes occasions d'accroître son patrimoine peuvent se présenter aux sorties des récessions. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle façon un investisseur expérimenté cherche à en tirer parti. Charles-Edgar Martin, gestionnaire de portefeuille principal, gestion de patrimoine TD et des nôtres. Merci beaucoup d'être avec nous, Charles. Avec plaisir, Megan. Charles, vous avez connu 3 récessions au cours de votre carrière. Comment comparez-vous la façon dont vous avez géré votre première récession à la façon dont vous la gérez aujourd'hui? Mais je dirais que la première était un peu plus épeurante parce que c'était pas la première de ma vie, mais c'était la première de ma carrière. Et oui, j'avais fait mes études formelles, j'avais appris qu'est-ce qui se passait durant les récessions. Je savais, euh, je savais d'après mes études, que l'économie est cyclique et quand on est en récession, on devrait s'en sortir. Mais de le vivre pour la première fois comme professionnel en gérant l'argent des autres, c'était beaucoup plus stressant. Je dois dire que maintenant, après n'avoir vécu trois, celle de 2000 que tu viens de mentionner, l'autre de 2008 et c'est la plus récente de 2020, je peux constater que ce que j'avais appris dans les livres est vrai et que une économie, c'est cyclique. Quand on est dans une période de récession, c'est temporaire. Et quand on est une période de croissance, ça va finir éventuellement par une récession. Alors, je suis beaucoup plus confortable en sachant ça et j'ai établi des procédures que je suis en termes de placement durant les périodes, les bonnes périodes et les mauvaises périodes. Et je pense que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, on va vous poser des questions, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on en a une pour notre auditoire. L'indice S&P 500 a touché un creux pendant les récessions aux États-Unis à 13 reprises depuis 1929. Combien de mois l'indice a-t-il mis en moyenne pour atteindre ce creux avant d'amorcer sa reprise? Nous révélerons la réponse à la fin de notre entretien. Restez des nôtres. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, les récessions peuvent être l'occasion pour les investisseurs de se constituer un patrimoine. De quelle façon les investisseurs pourraient-ils tirer parti d'un repli et en profiter sur le long terme? Alors pour moi, la meilleure façon de répondre à cette question-là serait en pensant ce qu'on appelle les accumulateurs de fonds ou le monde qui sont pré-retraite, alors ceux qui sont en train d'épargner à tous les mois ou à tous les années et qui ne sont pas en train de retirer leur argent. Mais quand on y pense, si on sait que l'économie est cyclique, mais en montant,
Alors, pour faire un peu référence à ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, euh, si je regarde historiquement, les périodes de récession durent environ 1 an. Les périodes de croissance dans le passé ont duré environ 7 ans. Si on peut imaginer que c'est un peu comme monter un escalier, on monte 7 marches, puis on recule une marche. Mhm. Des fois, on va monter 3 marches, on va reculer 2 marches, mais on est en train de monter. Alors, l'économie, habituellement, finit la récession beaucoup plus élevée qu'elle l'était à la fin, avant la récession précédente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le marché baisse parce qu'on a une économie qui est en récession et qu'on sait que on aura besoin de notre argent dans 15-20 ans, finalement, on peut acheter à des prix qui sont moins élevés. Alors, pour moi, quelqu'un qui est pré-retraite, les récessions sont des belles opportunités et ça devrait pas être stressant, ça devrait être vu vraiment comme une opportunité qui peut augmenter le rendement. Alors, moi, je dirais même si je suis sur un programme d'épargne mensuelle et que je vois qu'il y a une récession et que les prix ont baissé, si c'est possible, j'essaierais même d'investir plus que je ferais si tout allait bien. Et je dirais que ça, c'est un peu le contraire de ce que je vois avec le monde. Habituellement, ils vont dire on va attendre un peu, attendre que les choses se calment. Ils vont arrêter d'investir de façon mensuelle pour laisser passer la tempête, une expression qu'on entend souvent. Et je pense que ça serait beaucoup plus profitable de ne pas arrêter ou ralentir les épargnes, mais de même les doubler. Alors, pour moi, c'est une opportunité quand il y a une récession pour ceux qui sont accumulateurs de fonds pré-retraite d'augmenter leur rendement en profitant des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Cela dit, on a vu que les investisseurs ont tendance à inscrire des rendements inférieurs à ceux de l'ensemble du marché en moyenne, surtout en période de récession. Comment les investisseurs peuvent-ils devenir leur pire ennemi en période d'incertitude? Souvent, on suit nos émotions comme investisseurs. Et je pense que ces émotions, souvent, sont basées sur la peur et la cupidité. Et les erreurs que j'ai vues beaucoup d'investisseurs faire dans le passé sont basées sur ces deux émotions-là. Alors, la peur, comme on voit notre portefeuille en 2022 baisser beaucoup et on entend des nouvelles qui sont seulement des mauvaises nouvelles, je pense que c'est normal de dire qu'on devrait peut-être attendre que la tempête passe. Mais je pense que, comme j'ai mentionné dans la réponse à la question précédente, je pense que l'être rationnel dirait c'est temps d'augmenter mes placements. Alors, ça, pour moi, quand on parle des investisseurs qui peuvent être leur pire ennemi, c'est en suivant leurs émotions. De l'autre côté, en passant, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est la cupidité quand tout va bien. Et tu faisais référence plutôt, Megan, à la crise technologique de 2000-2001. C'était au début de ma carrière, des années 90, et les gens devenaient gourmands et disaient, oubliaient toutes les leçons qu'ils savaient qu'ils devraient suivre de diversification, d'être dans plusieurs différents secteurs. Alors, ils ont, dans la plupart, investi trop dans un secteur et ils ont payé le prix. Alors, pour moi, c'est ça, la peur et la cupidité sont les émotions qui peuvent vraiment être l'ennemi de l'investisseur. Essayer d'être rationnel et oublier ces deux émotions-là qui peuvent être vos ennemis, vos pires ennemis comme investisseurs. Alors, ça nous mène à, on est des êtres humains avec nos biais cognitifs. Quelles sont quelques-unes des erreurs courantes que les investisseurs ont tendance à faire en période de récession à cause de ça? Moi, je pense que comme investisseur, une bonne idée, au lieu de juste dire je suis investisseur et je me lance dans un portefeuille, euh, je pense que dans la vie, dans n'importe quoi, c'est une meilleure idée d'avoir un plan. Alors, un plan écrit, premièrement. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire avec l'argent que j'ai si je suis pré-retraite? Encore une fois, si je viens à quelqu'un qui est pré-retraite, quand est-ce que je veux prendre ma retraite? Combien d'argent est-ce que je veux dépenser par année à ma retraite? Et après, on peut calculer mathématiquement qu'est-ce que j'ai besoin de mettre de côté à chaque année, à chaque mois.
pour atteindre mon plan. Si je suis à la retraite, c'est combien d'années quelle est mon espérance de vie, qu'est-ce que j'aimerais laisser à mes héritiers, mathématiquement calculer qu'est-ce que je devrais dépenser par mois. Une fois qu'on a ces réponses-là, on peut écrire un plan formel sur papier. Et je dirais qu'une des erreurs que les gens font, ben, premièrement, ils n'ont pas de plan. Deuxièmement, s'ils ont un plan, ben, le plan est là pour être suivi. C'est facile de suivre un plan quand tout va bien, mais le plan est vraiment là pour être suivi quand ça va moins bien. Alors, une erreur que je vois, je dirais la deuxième erreur, la première, c'était de ne pas avoir de plan. La deuxième, c'est de ne pas suivre le plan. Alors, suivre le plan, surtout quand ça va moins bien, c'est pour moi une formule gagnante. Aussi, ceux qui vont vendre en panique, on a fait référence un peu plus tôt, qu'on aura peur quand les nouvelles sont mauvaises. C'est sûr que les médias, en général, ont un biais négatif et on est un peu responsable pour ça parce que quand ils nous disent des choses négatives, ben, on est plus porté à écouter ce qu'ils disent. Alors, ils nous donnent l'information on veut consommer finalement. Euh, mais quand les nouvelles sont moins bonnes, souvent on va voir les investisseurs paniquer et vendre. J'ai jamais vu quelqu'un paniquer au sommet. Ça va trop bien, je panique, je vends. C'est plutôt ça va mal, ça va être. Les nouvelles me disent qu'on est au début d'une nouvelle dépression. On va trouver toutes sortes de bonnes raisons pour me faire peur. Alors, la troisième erreur qui me vient en tête maintenant, c'est de vendre en panique. Quand on a un bon portefeuille, un bon plan, paniquer est rarement une bonne idée. Alors, je pense que ça serait trois erreurs qui me viennent à l'esprit. Et je dirais la quatrième, rapidement comme ça, essayer de timer le marché, permettez mon anglicisme, mais de dire, OK, le marché, tout le monde sait qu'il y aura une correction. Alors, moi, j'attendrai sur les côtés pour cette correction. Et quand la correction va venir, c'est là que je vais acheter. Et quand le marché va rebondir comme je sais qu'il va rebondir, je vais vendre au sommet pour réacheter au bas. Écoutez, sur papier, c'est fantastique. On pourrait faire des rendements vraiment incroyables. Dans mes 29 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un qui était capable de le faire. Alors, c'est pour moi ça d'essayer de timer le marché, si vous voulez, d'acheter bas puis de vendre haut. C'est une erreur que je vois très, très souvent et en passant, la plupart du monde que je vois qui essaie de timer le marché ont de l'argent sur le bord et quand la correction vient, ils n'achètent pas, ils disent ah ben je pense que ça va baisser encore plus, alors le rebondissement vient, ils ne sont pas là. Alors souvent, le monde qui essaie de timer le marché vont rester avec des montants importants en espèces, pas investis, qui ne travaillent pas, qui font très peu de rendement, disons. Alors, nous avons mentionné plus tôt que vous avez traversé des hauts et des bas de récession. Que surveillez-vous en tant qu'investisseur lorsqu'il semble qu'une récession est imminente? Premièrement, les récessions sont normales. Comme on l'a dit plus tôt, on appelle ça le cycle économique. Alors, juste dans le nom, on sait que c'est cyclique. On passe de périodes de croissance à des périodes de récession. Et souvent, les récessions sont très difficiles à prévoir, à prévenir. Alors, si on pourrait avoir une récession qui pourrait commencer demain, ben pour moi, c'est important que le portefeuille que je détiens pour moi et pour mes clients peut passer à travers une récession qui pourrait commencer demain. Alors, quand j'achète n'importe quelle position dans mon portefeuille, je me dis, est-ce que je serais confortable avec cette position-là si une récession sévère commencerait demain? Si la réponse est non, je n'achète pas le placement. Alors, ça, c'est important, premièrement, de s'assurer d'avoir de la qualité dans les portefeuilles. Et ça fait aussi, je pense que ça me donne un standard un peu plus élevé dans ce que je peux mettre dans les portefeuilles. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai vu que souvent, les portefeuilles peuvent être détruits juste par une ou deux très mauvaises décisions. Alors, si on peut éviter quelques mauvaises décisions en ayant des standards un peu plus élevés, je pense qu'on peut vraiment augmenter
le rendement du portefeuille à long terme. Maintenant, une fois que j'ai mes positions dans mon portefeuille, disons que je suis en train de regarder une position aujourd'hui et je me dis, oui, je serais confortable avec cette position-là si on aurait une récession demain. Une autre chose que je dis aussi, c'est que j'aimerais garder, si je m'endormirais pour 10 ans, commençant demain, est-ce que je serais confortable avec la position? Encore une fois, ça me force à avoir un standard plus élevé dans la sélection de titres. Une fois que la position est dans le portefeuille, je reconsidère à tous les jours toutes les positions dans mon portefeuille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que j'ai fait une erreur dans mes analyses? Est-ce que des lois ont changé qui font que la compagnie va être moins rentable que je pensais? Est-ce que l'environnement a changé? Si je me sens toujours aussi confortable avec les positions, je reste avec. Si je vois par contre qu'il y a quelque chose qui a changé, je n'hésite pas à remplacer la position. Alors, je pense qu'une des clés, c'est d'avoir une idée de rester à long terme avec ces positions quand on les achète. Maintenant, une fois qu'on les a achetées, ça ne veut pas dire qu'il faut rester à long terme, mais juste d'augmenter le standard de qu'est-ce qu'on met dans les portefeuilles et la qualité. Ça nous donne un portefeuille qui est mieux placé pour passer à travers des moins bonnes périodes. Alors ça, je pense que c'est important d'avoir des portefeuilles de qualité. Je pense que aussi c'est important de résister à ce qu'on appelle le herd mentality, c'est-à-dire quand tout le monde entend des mauvaises nouvelles, comme l'année passée, on a tendance à penser qu'il faut vendre parce que tout le monde vend. Je pense qu'il faut vraiment résister à ces tendances-là parce que souvent, les tendances que tout le monde discute avec nous sont les mauvaises. On peut parler de, encore une fois, les années 90, tout le monde disait un jour, l'Internet sera sur nos bureaux au travail et on l'aura même à la maison. Alors, on peut acheter n'importe quelle compagnie d'Internet puis on va bien faire, ou même si on achète les leaders. Et on a vu que la réalité était très différente. Oui, l'Internet est rendu où il est maintenant, mais si on avait acheté les compagnies qui étaient les leaders dans l'Internet dans les années 90, on aurait perdu beaucoup d'argent. Alors, de résister, de faire ce que tout le monde fait dans les bons et les mauvais temps. Et je dirais possiblement de même se questionner si notre portefeuille ressemble à un portefeuille très populaire, que tout le monde aime les positions dans notre portefeuille, possiblement qu'on a un peu plus de risques dans notre portefeuille qu'on pensait. Alors, pour répondre à la question de revenir de façon plus générale, je dirais d'avoir des standards très élevés dans la qualité des titres qu'on met dans nos portefeuilles, pensant surtout pas juste aux bonnes choses qui pourraient arriver, mais aux mauvaises choses qui pourraient arriver. Je pense que ça, c'est une clé qui fait qu'on passe à travers les récessions beaucoup plus facilement, avec moins de stress et des résultats, je pense, qui peuvent être beaucoup mieux que ceux qui auraient une qualité inférieure. Alors, merci beaucoup, Charles, pour toutes ces considérations. On a parlé tantôt que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on ferait d'essayer de timer les marchés, mais comment pourriez-vous préparer votre portefeuille en prévision d'une récession? Alors, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, chaque fois que j'ai introduit un titre, que ce soit un revenu fixe ou une action, j'essaie de penser si une récession débuterait demain, est-ce que je suis confortable à détenir cette position-là? Alors, encore une fois, le standard doit être très élevé. Maintenant, ayant passé à travers 3 récessions, je me suis bâti un processus après la première, ou je dirais durant la première récession de 2000 que j'avais passée. Alors, une fois qu'une récession commence, la récession a toujours, je dirais, une saveur particulière et unique. Alors oui, les récessions se ressemblent, mais il y a toujours une saveur unique à chaque récession. Alors j'essaie, quand la récession a débuté, de savoir quelle est la saveur. Je vais retourner peut-être à celle de 2008 comme exemple. 2008, la saveur, c'était que les banques, les grosses banques du monde, en général, avaient des problèmes. Il y avait des risques beaucoup plus élevés qu'on le croyait avec surtout les grosses banques américaines. Quelque chose qui était peut-être, ou je dirais pas peut-être, qui était très difficile à prévoir avant
que cette récession-là avait commencé. Alors, une fois on commençait à rentrer dans la récession, j'ai rapidement vu que les grandes banques américaines avaient beaucoup plus de risques que j'aurais pensé. Alors, il fallait réagir. Dans mon cas particulier, j'avais deux grosses compagnies financières américaines que j'aurais cru quelques mois auparavant auraient passé à travers une récession très facilement. Mais une fois qu'on avait la saveur de la récession de 2008, que j'ai vu que finalement, je pensais que ces compagnies-là allaient survivre, mais probablement avec l'aide du gouvernement et que comme placement, c'était des placements qui étaient beaucoup moins bons que je le croyais. Alors, dans ce cas-là, j'ai pris la décision de remplacer ces deux compagnies-là par des compagnies qui avaient moins de risques. Alors, je retournerais à avoir des standards très élevés, à essayer de dire si une récession commencerait demain, est-ce que j'aime le portefeuille? Deuxième fois, quand la récession commence, de rapidement voir quelle est la saveur de cette récession et de réévaluer chaque position. Et je n'appellerais pas ça une vente en panique, mais quand on voit la saveur de la récession et qu'on réévalue que certaines positions étaient peut-être moins solides qu'on le croit, c'est d'agir et de faire les remplacements qui doivent être faits. Alors, vous avez beaucoup d'expérience, Charles, et vous l'avez dit, vous avez connu trois grandes récessions au cours de votre carrière. Voyons quelle méthode de placement vous adoptez en période de récession. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous avez l'impression que nous pourrions être en récession? Alors pour moi, j'ai fait référence un peu plus tôt, mais c'est d'essayer de savoir quelle est la saveur de la récession, parce que ça va me donner une idée, premièrement, quel est le risque. Alors, je dirais que la première chose que j'essaie de faire, c'est d'évaluer le risque que j'ai dans mon portefeuille. Alors, en sachant la saveur de la récession, quel secteur qui risque d'être impacté plus que les autres, c'est extrêmement important pour moi. Alors, je vais lire énormément pour essayer de voir quel secteur pourrait souffrir plus. J'essaie aussi de me fier plus aux chiffres que les opinions, parce que dans mon histoire, mes 29 ans d'expérience et les trois récessions que j'ai passées à travers, j'avais parlé un peu plus tôt que la première m'a fait un peu plus peur, parce que la première, en 2000, on disait dans les médias que c'était possiblement le début d'une grande dépression, comme les années 30. Alors, ça m'a fait peur. J'ai remarqué, par contre, qu'en 2008, on parlait encore de la Grande Dépression et en 2020 aussi. Alors, j'ai commencé à réaliser que euh, les médias étaient vraiment très négatifs. Alors, je dirais que je préfère aujourd'hui les chiffres aux opinions quand je fais mes lectures au début d'une récession. Je fais vraiment attention aux biais négatifs qui existent non seulement dans les médias, mais dans la population, dans mes amis, nos analystes. On est des êtres humains. Comme j'ai dit, on se laisse emporter par nos émotions. C'est normal, on est comme ça. Il faut être au courant qu'on a ce biais négatif-là, surtout dans des périodes plus difficiles. Alors, en me fiant aux chiffres et essayant de voir quelles sont les corrélations entre la période courante et des périodes qu'on a vécues dans le passé, ça me donne une bonne idée de comment on pourra passer à travers la situation. Alors, les chiffres, faire attention aux biais négatifs. En termes de où je prends mon information, j'aime beaucoup les sites web des banques centrales. Alors, au Canada, la Banque du Canada, aux États-Unis, le Federal Reserve, ils ont beaucoup de chiffres vraiment intéressants qui sortent assez fréquemment et beaucoup de rapports vraiment intéressants. C'est un peu peut-être moins intéressant que lire le journal, mais en termes d'information, on a beaucoup d'informations très utiles. Je me fie aussi sur les rapports de recherche des banques. Alors, la nôtre, TD, si on regarde sur les sites web, le côté économie de TD, on aura beaucoup de rapports intéressants qui peuvent être très utiles. Et les autres banques aussi, canadiennes, américaines, européennes, on peut aller dans leur site web pour voir ces informations.
Alors, je dirais, première chose à faire dans une récession, pour moi, c'est de lire beaucoup pour établir, vraiment comprendre où est le risque. Et c'est important de vraiment apprendre la saveur de la récession qu'on est en train de passer à travers. Si j'ai bien compris, l'important, c'est vraiment faire beaucoup de recherches. Mais comment évaluerez-vous votre portefeuille à partir des renseignements que vous avez obtenus en analysant les répercussions que la récession pourrait avoir sur le marché? Si je dis que la première étape pour moi, c'est de vraiment connaître la saveur de la récession, et ça, c'est pour identifier où est le risque. Mhm. Alors, je vais revenir à la récession de 2008, c'était dans le côté financier. Alors, les banques, n'importe quelle compagnie financière, c'est là que le trouble était dans l'économie. Et la raison que je veux faire cette évaluation-là, c'est pour regarder le portefeuille que je détiens, pour voir est-ce que j'ai plus de risques que je croyais. Et comme je vous avais mentionné en 2008, j'avais vu qu'il y avait en particulier deux compagnies qui avaient beaucoup plus de risques que j'avais cru auparavant. Alors, c'était important pour moi de faire ces remplacements-là. Oui, j'ai vendu à perte, mais on aurait perdu plus d'argent avec ces titres si je n'avais pas si je n'avais pas identifié la saveur et remplacé les titres où le risque était, et le risque était beaucoup plus long terme que juste passer à travers une récession. Maintenant, le style d'investissement que je fais fait que normalement, quand j'apprends la saveur de la récession, je devrais être correct. Normalement, quand je fais cette analyse-là, j'espère que même après avoir compris la saveur de la récession, que presque tous mes titres devraient être corrects et devraient passer à travers. Alors, qu'est-ce que je fais? Quel est le style de compagnie ou les critères que je regarde euh, pour les actions, on va dire? Alors, moi, mon approche, c'est ce qu'on appelle croissance à un prix raisonnable. Alors, j'essaie de trouver des compagnies qui ont de la croissance dans leur chiffre d'affaires, leur vente, des compagnies qui devraient être en croissance à long terme. Et pour moi, c'est ma protection. Parce que si j'achète une compagnie qui n'a pas de croissance, pour moi, le risque, c'est que si je ne paye pas un bon prix pour cette compagnie-là, je pourrais perdre de l'argent. Par contre, si je paye un mauvais prix pour une compagnie qui est en croissance, c'est-à-dire je paye un peu trop cher, bien, éventuellement, avec le temps et la croissance de l'entreprise, je devrais être profitable, même si j'ai payé un peu trop cher. Alors pour moi, d'avoir des compagnies qui ont de la croissance, c'est quelque chose qui protège un portefeuille. Euh, Maintenant, j'essaie de payer un prix raisonnable parce que je viens de mentionner, si je paye trop cher, ben, on peut avoir une très bonne compagnie, mais si on paye trop cher, on risque de faire un rendement qui va être très mauvais ou même perdre de l'argent. Alors, il faut toujours payer un prix qui est au moins fair. Et c'est sûr que si je peux avoir des aubaines, encore mieux. Mais pour moi, de payer un prix raisonnable pour une compagnie en croissance, c'est une formule gagnante. J'essaie aussi d'avoir toujours une liste de remplacements potentiels que je suis de façon aussi vigilante que les compagnies que j'ai. Alors, quand une des compagnies que je suis offre un meilleur potentiel de croissance, je n'hésite pas à remplacer un titre que j'ai avec la compagnie qui a plus de potentiel. Alors, quand je regarde la croissance, je parlais de revenus. C'est important pour moi que les revenus sont en croissance parce que ceux qui ont déjà digéré une entreprise, on sait comment augmenter les profits. Si les revenus ne montent pas, ben, on coupe les coûts, mais on ne peut pas couper les coûts jusqu'à moins que zéro. Alors, éventuellement, en coupant les coûts, on a ses limites. Il faut avoir une croissance dans les ventes. Alors, croissance dans les ventes, qui vont, j'espère, amener une croissance dans les profits parce que finalement, quand on achète une compagnie, on achète ses profits. Et je regarde aussi le flux monétaire. Alors, le flux monétaire est une façon de voir si les hypothèses, disons, qui ont été faites pour les profits mènent à des vrais profits. Alors, le flux monétaire, sans rentrer dans trop de détails, est extrêmement important. Je veux voir une croissance dans le flux monétaire. Et les choses que je surveille, c'est l'endettement
comme j'ai mentionné, une compagnie qui a trop de dettes, quand on passe à travers des périodes difficiles, ça peut être critique. Aussi, une compagnie qui a toutes ses échéances dans une année. Alors, imaginez que vous avez une hypothèque et que votre hypothèque vient issue aujourd'hui. Le timing n'est pas parfait parce que les taux sont beaucoup plus élevés qu'ils l'ont été depuis vraiment longtemps. Alors, normalement, une compagnie devrait avoir des échéances sur son endettement qui sont un peu écartées comme ça, ils ne sont pas trop à risque d'avoir une échéance dans un mauvais temps. Alors, c'est quelques-uns des facteurs que je regarde quand j'analyse les actions. Merci Charles d'avoir souligné certains des paramètres fondamentaux dont vous tenez compte pour faire des placements. Nous avons établi plus tôt que certaines catégories d'actifs et certains secteurs pourraient enregistrer des rendements supérieurs ou inférieurs en période de récession. Cette situation pourrait contrecarrer la répartition de l'actif cible d'un investisseur. Comment prenez-vous en compte la répartition de l'actif lorsque vous faites des placements en période de récession? Si je simplifie le monde, euh, je pourrais dire qu'il y a deux façons de traiter l'allocation d'actifs. Une serait la répartition d'actifs stratégiques et l'autre serait la répartition d'actifs tactiques. Alors, tactique serait quelqu'un qui va commencer par une opinion sur l'économie. Est-ce que nous sommes en période de croissance? Si oui, nous allons augmenter les classes d'actifs qui devraient bien performer durant des périodes de croissance, c'est-à-dire des actions, par exemple, et diminuer les classes d'actifs qui vont moins bien faire durant les périodes de croissance, les obligations, et vice-versa. Quand nous pensons aller en récession, un gestionnaire qui adopte une allocation d'actifs tactiques va diminuer sa pondérance aux actions et augmenter sa pondérance aux revenus fixes ou aux obligations. Je vous dirais que beaucoup d'investisseurs pensent que ce que ces gestionnaires-là vont faire, c'est de vendre complètement les actions quand ils pensent qu'il y aura une récession et vice-versa quand ils pensent qu'on est en période de croissance. Les gros fonds institutionnels que je suis vont juste faire des petits changements, peut-être augmenter de 5 leur pondérance aux actions, diminuer de 5 alors des petits changements. La façon que moi j'investis, c'est l'allocation d'actifs stratégiques. Alors, c'est très différent. Pour moi, c'est pas basé sur où je pense que l'économie va être dans 3, 6, 9 mois. C'est plus de bâtir une allocation d'actifs pour chaque client. Alors, je vais prendre moi par exemple. Je suis pré-retraite. Alors, il faut savoir quand je vais prendre ma retraite. Encore une fois, avoir mon plan, combien d'argent je vais avoir de côté. Après ça, il faut comprendre sa propre tolérance au risque. Alors, quel est mon niveau de confort avec la volatilité qui vient dans les périodes difficiles? Encore une fois, durant les bonnes périodes, personne ne va paniquer parce que ça a monté de 30 on ne va pas regarder ça. Mais on peut dire que, si je me souviens bien, depuis 1980, le S&P 500, durant les périodes de récession, a baissé de entre 20 et 57 Et je crois que la moyenne, c'est à peu près 35 Alors, il faut comprendre que la partie action de notre portefeuille durant une période de récession, ça serait normal qu'elle baisse de 20 à 57 Ce ne serait pas étrange parce que depuis 43 ans, c'est ce qu'on a vu. Alors, savoir quel est le plan, qu'est-ce que je vise, combien d'années avant que je commence à retirer du capital, quelle est ma tolérance à la volatilité. Et après ça, je vais établir une répartition d'actifs. Disons que pour la simplicité, que j'ai juste deux classes d'actifs, les actions et les obligations. Et encore une fois, pour la simplicité, je suis 50-50, la moitié en obligations, la moitié en actions. Un gestionnaire qui adopte une stratégie stratégique sur l'allocation d'actifs va rééquilibrer. Alors, ça veut dire que si les actions montent de 20 et que les obligations montent de 5 ben après cette année, je ne suis plus à 50-50, je suis plus fort en actions que je l'étais
que mon but de 55. Alors, je vais rééquilibrer le portefeuille, c'est-à-dire vendre un peu d'actions pour acheter un peu d'obligations. Et vice-versa, quand j'aurai une période de récession, je vais être plus pesant en obligations normalement que ma cible. Alors, je vais rééquilibrer, je vais vendre des actions pour acheter, vendre des obligations pour acheter des obligations. Alors, cette stratégie, pour moi, est une bonne stratégie. Ça enlève le côté émotionnel complètement. Ça enlève aussi, pour moi, l'idée qu'on peut prédire quand une récession va venir. Et plus important, ce qui est plus important, c'est comment le marché va réagir. Alors, si on écoute tout le monde au début de cette année était sûr qu'on aurait une récession en 2023. Est-ce qu'on va en avoir? Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui penserait que les actions auraient débuté l'année avec des rendements aussi forts qu'ils ont eu. Alors, pour moi, quelqu'un qui essaie de prédire la direction des actions à court terme a un peu trop de confiance dans ses moyens. La façon de gérer où on rééquilibre à notre répartition, pour moi, est une façon qui enlève l'émotion, qui enlève l'idée qu'on peut prédire où les actions vont aller à court terme. Et c'est une formule qui, pour moi, a été gagnante, que j'ai adoptée il y a à peu près 20-25 ans. Alors, pour beaucoup d'investisseurs, ils savent que c'est important de commencer à investir. Mais certains investisseurs pourraient hésiter à placer d'un seul coup une somme importante dans un marché incertain. Comment gérez-vous le risque lié à l'achat de titres en période de récession? Alors, c'est sûr que si je recevrais, par exemple, un gros montant, disons que j'ai épargné tranquillement depuis 20 ans et maintenant je vends ma compagnie, par exemple, et j'ai un gros montant qui rentre, peut-être, si j'ai le montant qui va rentrer va représenter, on va dire, 20 ou 20 ou plus du capital que j'ai déjà investi. Alors, c'est un gros pourcentage de mon avoir. Normalement, ce que je ferais, c'est que j'investirais. Alors, mon but, c'est d'investir. C'est pas d'attendre. Alors, il y en a qui vont attendre. Moi, le but, c'est de rentrer dans le marché et de faire cet argent fructifier euh, aussi vite que possible. Mais si le montant est très gros, comme j'ai mentionné, 20 ou plus de mon avoir, le point d'entrée peut être important. Et si j'investis tout d'un coup et qu'on a une récession qui commence demain et que le portefeuille baisse de 57%, par exemple, ça peut affecter le portefeuille de façon importante. Alors, j'aimerais éviter ce risque. Alors, normalement, dépendant d'où on est dans le cycle économique, et c'est là que oui, il faut que je revienne à une prédiction sur où je pense qu'on est dans le cycle économique. Si j'avais énormément de confiance dans mes compétences à prédire où l'économie et les marchés seraient à court terme, j'attendrais le moment parfait pour rentrer, mais je sais que c'est très difficile à faire. Alors, pour moi, je vais décider, est-ce que je vais investir mon argent sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois ou sur 12 mois? Alors, si je reçois, par exemple, 1 million de dollars et je pense que le marché a baissé beaucoup et qu'on n'est possiblement pas proche de la fin, je vais peut-être diviser mon million par 3, investir un tiers aujourd'hui, un autre tiers dans un mois et le dernier tiers dans 2 mois. Si je pense que c'est possible que ça va détériorer pendant plusieurs mois, je vais peut-être le faire sur 6 mois, 9 mois ou 12 mois, mais je vais rarement dépasser 12 mois. Et pour moi, comme j'ai dit, mon biais, c'est que j'aimerais que cet argent soit investi relativement vite parce que, si je reviens au cycle économique, en moyenne, l'économie est en croissance 7 années sur 8. Alors, il y a plus de chances qu'on aura une année de croissance qu'une année de contraction. Alors vous, Charles, vous adoptez donc une perspective à long terme lorsque vous faites des placements en période de récession. Mais certains investisseurs, comme les retraités, pourraient avoir des objectifs à plus court terme. Quelle approche de placement devrait-il adopter en période de récession? C'est une bonne question, Megan, parce qu'on a parlé un peu de ça plus tôt, puis on parlait surtout de ceux qui sont pré-retraite. L'horizon est plus long. Et j'entends souvent le monde dire, quand je leur demande quel est leur horizon de placement,
par exemple, s'ils ont 60 ans et le but, c'est de prendre leur retraite à 65, ils disent, ben, mon horizon, c'est 5 ans. Euh, la réalité, c'est que notre horizon de placement, c'est tant et aussi longtemps que le portefeuille va durer. Alors, normalement, quelqu'un qui a 60 ans, et s'ils veulent investir jusqu'à 65, après ça, se servir de leur portefeuille pour leur donner un revenu durant la retraite et peut-être laisser un peu d'argent aux héritiers, ben, l'horizon de placement, c'est plus loin que leur vie finalement, parce qu'ils veulent laisser de l'argent aux enfants. Alors, on prend des décisions basées sur, s'il y a quelqu'un qui a 60 ans, sur 30, 40 ans peut-être. Alors, premièrement, c'est important de déterminer l'horizon de placement et de ne pas sous-estimer la longueur de cet horizon quand on est à la retraite. Alors, je suis un peu en train de parler de choses qu'on discute quand on est en train de bâtir un plan d'investissement. Je reviens à notre discussion au début de notre conversation. Il faut avoir un plan. Alors, combien est-ce que je vais dépenser par année? Combien est-ce que je vais retirer de mon portefeuille par année? Combien est-ce que je peux retirer par année? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants, mes petits-enfants, mes héritiers? Quelle est mon espérance de vie? Alors, sur papier, il faut mettre ça. Et dans le plan, il faut avoir, dans mon opinion, une répartition d'actifs avec lequel on sera confortable. Euh, Maintenant, une fois qu'on a le plan, il faut rester avec. J'entends souvent du monde qui sont à la retraite qui disent, ben, on a une récession maintenant, alors le plan ne fonctionne plus. C'est pas vrai. Si un plan a été bien écrit, par exemple, je vais prendre l'exemple standard, quelqu'un qui prend leur retraite à 65 ans et on va bâtir un plan pour on va dire, 25 à 40 ans, euh, ben, un bon plan qui a été fait sur une période de 25 à 40 ans considère qu'on va passer à travers plusieurs récessions, peut-être 6 récessions durant ces 40 ans. Alors, quand une récession vient, ça ne veut pas dire qu'il faut changer le plan. Le plan, s'il a été bien bâti, prend en considération qu'on passerait à travers plusieurs récessions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on passe à travers une récession, on reste avec le plan. Alors, on continue à faire ce qu'on fait, on ne panique pas, on ne vend pas pour attendre que les choses se stabilisent. Vous savez, quand le monde dit on va vendre tout parce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, puis quand les choses seront beaucoup plus calmes, on va réinvestir, réembarquer. Dites-vous que si vous vendez maintenant, quand le monde sont pas confortables et que votre but c'est de racheter quand tout le monde est plus confortable, ben, le prix que vous allez payer va être plus cher. Alors, c'est une formule qui vous garantit une perte. Alors, il ne faut pas paniquer. Il faut rester avec le plan. Et moi, quand je regarde, je venais de parler de mon allocation stratégique. Alors, quelqu'un qui est en train de décaisser de l'argent à tous les mois parce qu'ils sont à la retraite, encore une fois, si je suis supposé d'être 50-50 actions et obligations, si les actions montent de 20 et je décaisse, je veux me ramener à mon 50-50, je suis en train de vendre des actions parce qu'ils sont au-dessus de 50 Durant une récession, qu'est-ce qui arrive? Normalement, les actions vont baisser plus que les obligations. Alors, normalement, je devrais être en train de vendre des obligations. Alors, je suis en train de, en faisant ça, en suivant ce plan-là, je suis en train de laisser le temps à mes actions pour revenir, juste en suivant mon allocation d'actifs stratégiques. Alors, pour moi, c'est, encore une fois, c'est de suivre le plan. Et vous savez quoi? Peut-être c'est une bonne idée si votre plan est un peu agressif, si votre plan est de passer à travers tout votre argent durant votre vivant, ben peut-être c'est le temps de dire cette année, on ne remplace pas l'auto. C'est une période qui est moins bonne pour nos placements. Peut-être qu'on arrête, on ne remplace pas l'auto cette année, on la remplace dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'au lieu d'aller en Europe, on va aux États-Unis en vacances pour réduire les coûts. Alors, des petits changements comme ça peuvent faire une différence, mais je dirais la clé pour ceux à la retraite et pré-retraite, c'est d'avoir un plan en place et de le suivre. Très bien, Charles. On va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue sur les placements en période de récession et de votre processus d'évaluer des occasions de placement en période d'incertitude. Avant de conclure, j'aimerais vous donner la réponse à notre question. À titre de rappel, la question était: l'indice S&P 500 a touché un creux pendant les récessions aux États-Unis à 13 reprises depuis 1929.
Combien de mois l'indice a-t-il mis en moyenne pour atteindre ce creux avant d'amorcer sa reprise? La réponse, une analyse du Schroders Economics Group a révélé que l'indice S&P 500 a touché un creux après 8 mois en moyenne au cours d'une récession. Par ailleurs, il ne s'est écoulé que 5 mois en moyenne entre le moment où le creux a été atteint et à la fin de la récession. Merci encore de vous être joint à nous, Charles. Et pour les membres de notre auditoire, assurez-vous de vous inscrire à nos webinaires en direct à venir et de consulter notre bibliothèque de contenu sur demande, disponible dans le centre d'apprentissage et sur notre page YouTube. On se voit au prochain webinaire.